Le but de cette vidéo est de vous donner quelques petits trucs et tuyaux de façon à ce que vos présentations au club de lecture soient plus intéressantes et plus vivantes. Nous ne pourrons évidemment pas couvrir tout parce que pour toute fin pratique, il faudrait faire une vidéo complète sur la lecture d'un article, ce qui est impossible. Je vais donc me contenter de vous donner des trucs. Alors, le masculin implique le féminin et vice-versa. Par ailleurs, je parlerai uniquement de la présentation d'études randomisées contrôlées. C'est pas que je veuille, loin de là, vous décourager à présenter des études observationnelles. C'est juste que c'est un thème complètement à part et éventuellement je ferai une vidéo là-dessus. Par ailleurs, la présentation suppose que votre présentation ait 1 heure avec 40 minutes de votre présentation et 20 minutes pour les discussions. Alors pour faire cette vidéo, je me suis inspiré d'Agatha Christie pour 2 raisons. D'abord, dans tous ses romans, Agatha Christie donnait énormément d'importance à des petits détails qui, tout en semblant anodins, pouvaient être des marqueurs de choses très importantes et même mener à qui était l'hôte du crime. Par ailleurs, Agatha Christie écrivait toujours le dernier chapitre d'abord, parce que de cette façon-là, elle savait où elle s'en allait, et donc elle pouvait écrire tous les chapitres antérieurs en sachant comment l'histoire terminait. Dans votre cas, votre dernier chapitre, c'est votre validité externe. C'est-à-dire, est-ce que l'étude s'applique à vos patients dans le cadre où vous les voyez. Donc, au fur et à mesure de la présentation, il va falloir que vous portiez l'attention sur des petits détails qui éventuellement peuvent avoir une grande importance pour évaluer votre validité externe. Alors, tout commence par le choix de l'article. D'abord, le thème de l'article, c'est-à-dire la maladie ou l'intervention ou le médicament ou le test diagnostique sur lequel l'article porte, est vraiment votre choix. Vous êtes vraiment libre de choisir l'article qui vous intéresse le plus du point de vue médical ou un article qui vous intéresse parce que dans le passé, vous avez vu un patient qui s'y rapporte. Alors, en ce qui concerne les revues, eh bien, il y a les grandes revues de médecine générale, ou plutôt médecine interne, sont évidemment le New England Journal of Medicine, Lancet, British Medical Journal, JAMA et Annals of Internal Medicine. En général, les articles qui paraissent dans ces revues ont été révisés par des éditeurs et des référés compétents et on est habituellement sûr, mais pas toujours, que la qualité est là. Il y a en plus évidemment des articles, des revues pour chacune des spécialités et on ne peut pas les nommer toutes. Si vous décidez de choisir une revue d'une spécialité comme Circulation ou Kidney International, whatever, ben vous pouvez vérifier la qualité de la revue en regardant son impact factor. L'impact factor est une mesure en fonction de le nombre de fois que les articles de cette revue ont été cités. Alors, je pense que le plus haut, c'est quelque chose comme 40 pour le New England Medicine. Et tout impact factor en haut de 5 à 10 indique quand même une revue raisonnable. Il y a aussi une apparition récente parmi les revues qui est le Medrx 14 qui est fait par BMJ et l'université Yale. Alors, ce qui est intéressant dans cette revue, c'est que l'article n'a pas été révisé par qui que ce soit. C'est-à-dire que l'auteur envoie l'article et les éditeurs le publient tel quel. Donc l'article n'a pas été révisé par des experts, ce qui permet une publication beaucoup plus rapide pour des données importantes. Mais par ailleurs, si vous choisissez un article dans cette revue, et je vous le suggère parce que c'est le fun, eh bien, réalisez que vous travaillez sans filet. C'est-à-dire qu'on ne sait pas idée si l'article est bon ou mauvais ou moyen, vu qu'il est publié tel quel il a été envoyé par les éditeurs. Il y a eu dans le passé des articles vraiment très mauvais qui ont été publiés dans cette revue. Et parfois, il y en a aussi des bons. Mais réalisez donc que l'article n'a pas été révisé par des éditeurs et donc que la qualité n'est pas garantie en aucune façon.
Des facteurs importants à prendre en considération dans le choix de votre article. Si possible, choisissez un article pour lequel il y a un éditorial. D'habitude, une revue comme le New England va avoir peut-être 5 à 6 articles. Et très souvent, il y a un des éditeurs ou un expert en la matière qui écrit un éditorial sur l'article. Ça devient extrêmement intéressant parce que ce que l'éditeur dit dans son éditorial peut faire partie de votre présentation et rendre la discussion plus intéressante. Un autre point important, c'est la date. La date à laquelle l'article est publié. Alors, si vous avez envie d'écrire une lettre à l'éditeur, et quand un article est publié, les lecteurs sont invités à envoyer une lettre à l'éditeur disant ce qu'ils pensent de l'article, et d'habitude pour le critiquer. Et simultanément avec cette lettre à l'éditeur, il y a les réponses des auteurs quant aux critiques des gens qui ont écrit des lettres. Alors c'est pas mal le fun. Ça peut être le fun si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, d'envoyer une lettre à l'éditeur. C'est sûr qu'on est là pour vous aider. Je peux vous annoncer que dans ma carrière, j'ai aidé des résidents à peu près une quinzaine de fois à écrire des lettres à l'éditeur qui ont été publiées dans des revues très prestigieuses. Et soit dit en passant, tous les résidents du tronc commun qui ont écrit une lettre à l'éditeur ont eu la spécialité de leur choix. Alors, si ça vous amuse d'écrire une lettre à l'éditeur, il faut que l'article soit très récent parce que vous avez juste 3 semaines pour l'envoyer. Par contre, si vous voulez un article pour lequel les lettres à l'éditeur ont déjà été publiées, eh ben, il faut attendre à peu près 3 mois. Donc, si un article est plus vieux que 3 mois, alors, dans un numéro subséquent, vous allez trouver les lettres à l'éditeur et les réponses de l'auteur. Pour savoir si les lettres à l'éditeur sont déjà publiées, eh ben, allez dans PubMed et sur le tableau de droite, il faut vous le dire. Alors, c'est aussi très intéressant et le fun de présenter un article parce que de cette façon-là, vous pouvez aussi mentionner ce que l'éditeur en pense. Vous pouvez aussi mentionner ce que les gens qui ont écrit des lettres à l'éditeur en pensent et comment les auteurs se sont défendus. Et ça peut faire une présentation hors du commun et très très intéressante. Un autre point important, à moins que, sauf exception, c'est préférable de ne pas choisir un article qui soit plus vieux de 2 ans. Quand vous présentez un article devant une audience internationalement fameuse pour son esprit critique, votre meilleur ami, c'est votre pointeur. Alors, si c'est une présentation sur un ordinateur, ou comme c'est dans le temps du Covid, eh bien, il faut que votre flèche avec laquelle vous allez pointer soit grosse et noire et facilement visible. Si vous la présentez dans une salle, eh bien, il faudra utiliser un laser. Alors, ne prenez pas de chance, apportez-le avec vous. Vous pouvez en avoir pour 10 piastres dans Amazon. Alors, il faut savoir se servir du pointeur ou du laser. Surtout, ne le déplacez pas continuellement. N'ayez pas un laser ou un pointeur qui se promène partout sur l'écran. Parce que s'il y a un épileptique dans la salle, vous allez vite le savoir. Alors, vous pointez le tableau ou la figure ou le chiffre qui vous intéresse sans bouger. Vous expliquez ce que vous avez à expliquer sans bouger votre pointeur, puis là vous le déplacez à un nouvel endroit et de nouveau sans bouger vous expliquez ce que vous avez à expliquer. C'est très très important de ne pas promener le pointeur continuellement partout dans l'écran, c'est très irritant et ça pourrait, comme je disais tantôt, déclencher à quelqu'un une crise d'épilepsie. Quand vous allez présenter des tableaux, ne mettez pas un tableau d'une page dans une seule diapo. Tronquez-le au besoin et présentez-le morceau par morceau. Encadrez les mots-clés ou les points clés de votre tableau et encore plus, super cool, utilisez l'animation pour que les encadrements apparaissent au fur et à mesure que vous parlez. Alors la présentation des graphiques est aussi très importante.
il faut que vous réalisez que le graphique que vous allez présenter, ça fait une semaine que vous le présentez, que vous le préparez, vous le connaissez par cœur, et il n'a aucun secret pour vous. Cependant, réalisez que l'audience le voit pour la première fois. Alors, prenez votre temps. Commencez par orienter l'audience. L'axe des X est ici, avec votre pointeur, sans le bouger à droite et à gauche. L'axe des Y est ici. S'il s'agit d'une méta-analyse ou des études de sous-groupe, eh ben, vous montrez que la ligne verticale correspond à un risque ratio de 1 et que si c'est à la droite de 1, c'est que A est meilleur et que c'est à la gauche de 1, B est meilleur. Il y a 3 points importants dans la présentation des graphiques. Le premier, c'est prenez votre temps. Le deuxième, c'est prenez votre temps. Et le troisième, c'est prenez votre temps. Alors, si on suppose que la qualité scientifique de l'article est raisonnablement bonne, c'est-à-dire la validité interne, et c'est habituellement le cas dans les grandes revues médicales, la grande question que vous allez vous poser à la fin, comme je disais tantôt quand je parlais d'Agatha Christie, c'est la validité externe. C'est-à-dire, est-ce que les conclusions s'appliquent à la vraie vie? Maintenant, il n'y a pas une validité externe, il y a beaucoup de validités externes. On pourrait même dire, poussant les choses à l'extrême, qu'il y a une validité externe pour chaque médecin de la planète. Mais simplifions un peu les choses, et je pense qu'on est d'accord que la validité externe ne va pas être la même pour un omni, pour un interniste dans un petit hôpital, dans un interniste dans un hôpital universitaire, un sous-spécialiste ou un ultra-spécialiste dans la spécialité où a été faite l'étude, c'est-à-dire une étude sur des diabétiques faite par des diabétologues, n'aura une très bonne validité externe pour un autre diabétologue, mais peut-être qu'elle ne sera pas très bonne pour un omni qui ne dispose pas des ressources d'une clinique de diabète. Et ça dépend de 2 choses. 1, la population, et 2, le milieu dans lequel l'étude a été faite. Alors, en bout de ligne, est-ce que l'article s'applique à ma pratique? Et pour cela, je vous recommanderais fortement de jeter un coup d'œil à ma vidéo sur la population. Alors, quelques remarques que vous pouvez faire sur les auteurs. S'il y en a beaucoup, souvent il y en a 20 ou même 30, est-ce que c'est une multicentrique nationale, une multicentrique internationale? Mais en général, un grand nombre d'auteurs veut dire que le recrutement a été difficile et que donc la maladie est probablement rare, ou les conditions font que la maladie est rare. Un autre point important à faire remarquer, c'est le système de santé. Les systèmes de santé ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Il y a d'abord le système de santé américain, qui, comme vous le savez tous, est un désastre, mais totalement différent parce qu'il est basé sur le profit des compagnies d'assurance et des médecins. Et puis il y a le système de santé du monde civilisé, c'est-à-dire le Canada, l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors tous ces pays-là ont un système de santé très similaire au nôtre, et si l'étude est faite dans ces pays, c'est raisonnable qu'elle s'applique aussi à notre situation. Et finalement, il y a les autres pays du monde, et puis là, bon, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais si l'étude est faite en Amérique latine, en Afrique, en Chine, ou même dans l'Europe de l'Est, ben, c'est très difficile de savoir si elle s'appliquerait à notre milieu. C'est aussi intéressant de constater, de voir s'il y a des collaborateurs canadiens et québécois parmi les auteurs de l'étude, parce que c'est assez fréquent que ça arrive. Et dans le cas où il y aurait quelqu'un de Montréal, ben ça peut être intéressant de l'inviter à commenter. Ça donne quelque chose de plus intéressant au Journal Club. Et en général, les gens refusent rarement. Et avec les Journal Club faits par Zoom, ben c'est beaucoup plus facile d'obtenir les commentaires de quelqu'un qui peut les faire à partir de son bureau. En bout de ligne, la grande question, c'est est-ce que le milieu dans lequel a été faite l'étude correspond à mon milieu? Alors, le début de votre présentation, l'introduction, va essentiellement consister en décrire la maladie, les médicaments ou les tests diagnostiques qui ont été étudiés, en quoi consiste l'intervention,
Est-ce qu'il y a des publications antérieures sur le même sujet avec une brève critique de ces publications? Et peut-être le point clé, c'est quelle est la question à laquelle l'article aimerait répondre. Alors, en général, au début des résultats, il y a une série de dates sur lesquelles la plupart des gens ne portent pas grande attention, mais qui peuvent être indicatrices de problèmes. Alors, la première date, c'est la randomisation du premier patient, suite à la randomisation du dernier patient. Si c'est passé beaucoup de temps entre ces deux dates, ça veut dire que la sélection des patients a été difficile et donc que la maladie ou les conditions dans lesquelles la maladie a été étudiée sont rares et ceci va avoir une importance pour la validité externe. Ensuite, il y a la date ou la fermeture de l'étude, c'est-à-dire quand le dernier patient a été étudié, quand la banque de données est fermée et quand les analyses sont commencées. Alors, c'est intéressant de comparer le temps qui s'est passé entre le moment où l'étude est fermée et les analyses statistiques commencées et la date de soumission à la revue. En général, dans les études randomisées contrôlées, les statistiques sont assez standards et assez simples. Et si les données sont bien organisées, ce qui est habituellement le cas, ça ne prendra pas plus d'une demi-heure de temps d'ordinateur. Mais là, évidemment, il faut écrire l'article et le soumettre à la revue. Normalement, ça ne devrait pas prendre plus de 3 mois. S'il y a une quantité importante de temps, plus de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an qui se passe entre la fermeture de l'étude et la soumission à la revue, ben c'est indicateur de quelque chose qui a cloché. Habituellement, ce quelque chose, tel qu'indiqué dans la ligne jaune, serait qu'il y a eu de la chicane entre les auteurs, et quelquefois entre les auteurs académiques et la compagnie. Alors ensuite, il y a la date à laquelle l'article a été soumis à la revue, la date à laquelle il a été resoumis, parce que presque toujours, l'article n'est jamais accepté tel que soumis. Les éditeurs et les référés vont demander des changements, consolider des tableaux, changer la discussion, ainsi de suite. Et là, les auteurs vont resoumettre, après avoir pris en considération les suggestions de l'éditeur et des arbitres. Et finalement vient l'acceptation finale. Alors, la quantité de temps qui se passe entre la soumission de la revue et l'acceptation finale est aussi indicatrice de possibilités de difficultés. Normalement, ça ne devrait pas dépasser 6 mois. Si c'est beaucoup plus que 6 mois, ben, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chicanes et beaucoup de discussions. Et pour que finalement les auteurs finissent par écrire l'article que les éditeurs voulaient avoir. Et ça, c'est peut-être important pour vous de le savoir. Et puis évidemment, la date finale, c'est la publication. Alors, juste pour vous donner un exemple extrême, il s'agit probablement du record du monde. C'est une étude qui a pris 10 ans entre le jour de sa soumission à la revue et le jour de sa publication. Alors, c'est sûr que la chicane a été monstre, et vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'était une étude qui portait sur l'auto-examen des seins dans la détection et prévention du cancer du sein. Alors, suite à ça, nous avons les critères d'exclusion et les critères d'inclusion. Ceci est très important, évidemment, parce que ça vous donne une idée des patients qui ont été randomisés dans l'étude, mais ça va aussi vous donner un indice important de la question que vous devrez vous poser, c'est quel pourcentage de patients que vous voyez avec cette maladie auraient été inclus dans l'étude. C'est évident que si le chiffre est très petit, parce que les critères d'inclusion et d'exclusion sont très importants, ben ça va certainement affecter votre validité externe éventuelle. Un autre point sur lequel vous pouvez décider de commenter, c'est qui a fait quoi. Alors, souvent, ces phases 3 sont des études de phase 3 de compagnies pharmaceutiques faites dans le but de mettre un nouveau médicament sur le marché. Et c'est donc intéressant de réviser ces études pour pouvoir juger des nouveaux médicaments. Alors, quel est le rôle de la compagnie? Je vais vous donner un exemple d'une étude caricaturale mais réelle qui était comme suite. The trial was designed by the sponsor, le sponsor étant la compagnie pharmaceutique.
The sponsor conducted the trial. Trial investigators collected the data which were analyzed by the sponsor. The first author and senior industry author wrote the first draft of the manuscript. Medical writing assistant was paid for by the sponsor. The sponsor reviewed and provided feedback on the manuscript. Alors, quand on voit tout ça, on est en droit de se demander ce qu'ont fait les auteurs. Il faut quand même que vous réalisiez que bien souvent, les auteurs des études de phase 3 de compagnies pharmaceutiques sont juste des prête-noms et que l'étude est faite, en fait complètement faite par la compagnie. Et les auteurs, c'est des gens prestigieux qui prêtent leur nom à l'article, mais qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé et qui n'ont pas eu accès, quoiqu'on prétend que oui, aux données de la revue, de l'article. En ce qui concerne les calculs de puissance, le thème est trop important et trop de place pour être révisé ici. Mais si vous êtes intéressé, je vous recommande d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Alors, toutes ces études sont évidemment randomisées. Et le but de la randomisation, c'est d'éviter le biais de sélection. Souvent, la randomisation est faite de façon stratifiée. La stratification peut être par centre pour s'assurer que chaque centre a un nombre égal de patients traités avec A et avec B. Et également dans le temps, c'est-à-dire que chaque centre reçoit une boîte de 6 flacons. 3 contiennent le médicament A, 3 contiennent le médicament B. Et quand la boîte est finie, on leur renvoie une autre boîte. De cette façon, on s'assure qu'il n'y a pas beaucoup de A au début de l'étude et beaucoup de B à la fin, mais que les A et B restent équilibrés à travers le temps. On peut aussi voir des stratifications sur des facteurs cliniques, c'est-à-dire que si on veut éviter que la randomisation malfonctionne, ce qui peut arriver dans une étude relativement petite, on peut stratifier pour certains facteurs. Par exemple, une étude cardiovasculaire, on pourrait stratifier pour diabète et âge, pour s'assurer que le nombre de diabétiques et de patients en haut de 65 ans sont également équilibrés dans les deux groupes. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur la randomisation. Alors, comme vous le savez, la raison d'être du double insu, c'est de contrôler pour le biais d'observation. Et ça consiste au fait que ni les patients ni les investigateurs savent qui a reçu quoi. Cependant, beaucoup d'études annoncées comme étant à double insu ne le sont pas vraiment. Et je vous recommande de vérifier et de commenter s'il n'y a pas des facteurs qui auraient permis aux investigateurs ou aux patients de deviner qui prenait quoi. Ça peut être le goût ou l'apparence de la pilule. Si une des pilules a déjà été sur le marché avant d'entrer dans l'étude et que les patients l'ont déjà prise, il se pourrait très bien qu'à cause de son goût ou son apparence, ils puissent distinguer s'ils prennent la vraie pilule ou le placebo. Les effets secondaires également, comme vous savez, les patients, dans leur consentement informé, savent quels sont les effets secondaires possibles. Et s'ils les ressentent, c'est probable qu'ils arrivent à deviner qu'ils ont pris le médicament actif plutôt que le placebo. Puis il est de même de l'efficacité. Par exemple, si c'est un médicament, un hypnotique pour que les gens dorment mieux, c'est pas impensable que les patients qui reçoivent l'hypnotique, un vrai médicament, dorment comme des bûches la première nuit et que ceci leur permet de deviner qui prend quoi. Si vous avez des raisons de penser que le double insu n'est pas un vrai double insu, c'est important de le commenter et de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour la validité de l'étude. En ce qui concerne les issues, il y a deux grands types d'issues. Les issues cliniques, qui sont quelque chose que le patient ressent et voudrait éviter, telles que la mort, un AVC, un infarctus du myocarde, une fracture ostéoporotique. Et il y a aussi des issues intermédiaires. L'issue intermédiaire, en anglais proxy outcome, c'est une mesure que le docteur mesure, mais que le patient ne ressent pas. Alors ça peut être la baisse de la tension artérielle, la baisse du cholestérol sérique, l'augmentation de la densité osseuse, et ainsi de suite.
c'est très clair qu'une étude portant sur des issues cliniques a beaucoup plus de valeur qu'une étude portant sur des issues intermédiaires, parce qu'il y a de nombreuses circonstances dans le passé où les issues intermédiaires ont mal fonctionné. Donc, c'est important pour vous de commenter de quel genre d'issue on a à faire et les conséquences pour l'importance de l'étude. Je vous suggère également fortement d'aller jeter un coup d'œil dans les appendices et de, si possible, présenter au moins un tableau sorti des appendices, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que ça va vous faire bien paraître comme quelqu'un qui a été fouillé dans les moindres recoins de l'étude. Alors, l'issue principale est évidemment la clé de voûte de l'étude. S'il n'y a pas de différence dans l'issue principale, ben c'est fini, on n'en parle plus. On n'a pas le droit de continuer à regarder. Elle constitue la base des calculs de puissance pour lesquels vous pouvez regarder la vidéo. Quelquefois, il y a des issues principales. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée ou que ce soit même scientifiquement valable, parce que de toute façon, les calculs de puissance vont être faits sur une seule issue. C'est celle-là qui devient l'issue principale. Si vous vouliez fouiller un peu plus loin, j'ai une vidéo sur les résultats. Et si l'issue principale est présentée avec des courbes de Kaplan-Meier, je pense que c'est très important que vous alliez voir cette vidéo, parce que c'est quelque chose qu'il est important de bien comprendre. Alors, faites attention quand vous allez parler des analyses de sous-groupes, parce que c'est un produit extrêmement dangereux qui se prête à une mauvaise interprétation et qu'il faut prendre avec un grain de substitut de sel. Il y a deux raisons pour lesquelles les études de sous-groupes sont très difficiles à interpréter. D'abord parce que par définition, elles manquent de puissance, c'est-à-dire que les sous-groupes ont nécessairement moins de puissance que l'issue principale par définition. Et puis deuxièmement, ils sont sujets à des comparaisons multiples, c'est-à-dire que vous avez 20 sous-groupes, il y a une grande probabilité qu'un sous-groupe soit différent par pur hasard du reste. Alors, c'est un peu une expédition de pêche. Et dans une expédition de pêche épidémiologique, on a des grandes chances de trouver des résultats par pur hasard, alors qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Alors, je vous présente ici un exemple d'étude de sous-groupe. Il s'agit d'une étude qui a comparé le PCI avec la thérapie médicale. Et comme vous pouvez le voir, à gauche, vous avez la liste des sous-groupes. Au milieu, la ligne verticale sur le 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Si le point s'en va vers la gauche, ça veut dire que PCI est meilleur. Et si ça va vers la droite, c'est que la thérapie médicale est meilleure. Alors ici, le résultat de l'étude de tous les patients de l'étude, les 2166 patients, est présenté en haut dans le carré rouge. D'habitude, il est présenté en bas, mais dans ce cas-ci, ils l'ont présenté haut. Ça, je ne vois pas de problème avec ça. Et ensuite, on a chaque sous-groupe représenté avec un point, une estimée ponctuelle, le point noir, et son intervalle de confiance. Si on regarde le premier sous-groupe, c'est-à-dire l'âge, on voit que les patients de moins de 65 ans, la thérapie médicale est meilleure que la thérapie chirurgicale comparée aux patients de plus de 65 ans. On serait tenté de dire, oui, c'est peut-être parce qu'ils sont plus jeunes et donc ils se débrouillent mieux à travers la chirurgie ou l'intervention. Mais comme je disais tantôt, faites bien attention. C'est juste dû au hasard. Avec tous les sous-groupes qui ont été vérifiés, il n'est pas trop surprenant que dans le tas, par pur hasard, il y en ait un qui soit différent des autres. Alors, que doit-on faire? Comment doit-on interpréter une analyse de sous-groupe où un des sous-groupes montre une différence entre les deux groupes? Certainement, ne pas faire de conclusion définitive. Je pense que ça doit être considéré comme une hypothèse intéressante qui devrait être confirmée par des études ultérieures. Et peut-être, pour décider s'il y a plausibilité biologique ou pas, comparer si ça a du sens du point de vue clinique. Et vous allez terminer
non pas avec la discussion, mais avec les discussions. Je vous suggère de présenter d'abord les conclusions et la discussion des auteurs. S'il y a un éditorial et des lettres à l'éditeur, il faudra ajouter les points de l'éditorial et des lettres à l'éditeur et réponses des auteurs dans la discussion. Et finalement, il y aura votre discussion, qui est la partie la plus importante de la présentation. Alors, la validité interne d'abord, oui, quelle est la valeur scientifique de l'étude. Ensuite, les validités externes en fonction des gens à qui ça s'applique, possiblement des internistes dans un hôpital communautaire versus des internistes dans un hôpital universitaire avec toutes sortes de sous-spécialités. Et à la fin, votre validité externe. Alors j'espère que cette discussion vous sera utile. Je réalise qu'elle est incomplète, mais je pense qu'avec un peu de chance, elle va vous aider à faire des journaux club plus vivants et plus intéressants. Je vous remercie pour votre attention.